c'est Mixta. Je suis avec Dynasty, là c'est la deuxième partie. Partie 2. Voilà, partie 2. Autre décor, Autre décor. autre humeur. Voilà. Et tout va bien se passer. Ouais. Donc on en était à la période de 79, San Francisco, et là on va parler un petit peu de ton escale, on va dire, au Pérou. Ouais, Donc ça en 1980. ouais. Voilà, donc tu vas nous raconter un petit peu. Et puis il y a aussi cette expérience peut-être justement chamanique ou une ouverture, on va dire, vers Ouais. quelque Chamanique, chose de spirituel. j'aime pas trop le mot. Ouais. En tout cas, c'est pas le mot là-bas, c'est juste des guérisseurs. Ouais. Chaman, ça c'est un truc pour les occidentaux, entre guillemets. Bon ben, alors pour faire simple, je suis parti. Comme il n'y avait pas grand-chose qui m'attendait à Paris, je suis parti avec une copine et un couple d'amis. On s'est dit, bon, on se fait un road trip, donc on achète une voiture à San Francisco, et puis on descend au Mexique, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama. Et puis après, Colombie, Équateur, Pérou. Et les deux endroits où j'ai vraiment apprécié la beauté des gens, c'était Guatemala et au Pérou. Alors au Pérou, je suis descendu de l'Équateur et à l'époque, ils étaient en guerre. Donc à la frontière, il y avait quelques chars cramés. Enfin voilà, c'était pas le paradis. Et du coup, alors au Pérou, je suis passé au bord de la côte. Donc, Et c'était où au Pérou du coup? Bah, justement, c'est ce que je voulais te dire. Donc, j'étais dans la partie qui est au bord de la côte, mais au même niveau que Nazca. Ouais, les lignes, ouais. Ouais. Et donc, là-bas, il y avait des pilleurs de tombes. Ouais. Comme il y en a Les un peu Wakeros, partout. un Ouais, peu. ouais. Mais parce que ça intéresse peu de gens. Et puis j'aurais acheté un collier avec des perles magnifiques et quelques figurines que j'ai offert à ma femme, qu'elle a gardées, qu'ils ont trouvées. Je ne peux absolument pas savoir quand elles ont été faites, datées, etc. En tout cas sur la côte pacifique donc du Pérou, c'est là où on dit que c'est l'ancêtre du surf vient de là. D'accord. Parce qu'en fait, les pêcheurs, ils font des barques en roseau et ils se servent des vagues, il n'y a pas de voile, ils se servent des vagues pour aller et venir, en fait. D'accord. Ouais. Et ils montent dessus, et puis voilà, et c'est comme ça qu'ils font. Bref, après j'étais à Lima, après je suis parti de l'autre côté de la cordillère, c'est un voyage de 24 heures en bus, et puis après j'étais à Pucallpa. Pucallpa, qui maintenant ça a changé, il y a un aéroport, enfin, et il y a beaucoup de tourisme lié à l'ayahuasca. C'est devenu un truc touristique donc il y a plein de resorts, tu vois, comme avec plein de huttes, enfin voilà, façon village. Sauf que moi, quand j'y étais, c'était dans un petit village au bord de l'Amazone. Vraiment le début, hein, c'est pas un fleuve, c'est une grande rivière, on va dire. Et je cherche à me loger, puis finalement je me retrouve chez un guérisseur. Il faisait 2 sessions par semaine d'ayahuasca. Alors on m'a dit ouais, son ayahuasca est très bonne parce qu'il la dose parfaitement. Parce qu'il y avait déjà à l'époque des charlatans qui en mettaient plein et qui ne t'accompagnaient pas. Il y a plein de gens qui sont restés bloqués dans les hauteurs ou les profondeurs. Et donc, j'en ai pris, je suis resté un mois, donc j'en ai pris 8 fois. 8 fois. Et j'avais 20 ans, donc je ne sais pas si j'étais préparé pour vivre une expérience comme ça. En tout cas, de mes souvenirs, tu le prends, c'est un goût dégueulasse. Et puis après, le gars il commence à chanter parce qu'il sent. C'était très télépathique. Il sent quand ça commence à monter. Et puis après, il fait des chants positifs, des chants négatifs, pour que tu sois toujours au milieu des deux, quoi. Et après, il sait où t'en es. Donc, si tu commences à... Parce qu'en fait, ça te ramène à toi-même et ça ouvre des portes. Tu savais pas connaissance par les gouffres. On descend, on remonte, quoi. Ouais.
et des portes, tu ne savais pas qu'elles existaient dans ton cerveau. C'est pour ça que je dis qu'à 20 ans, on fait déjà pas trop qui on est. Je sais toujours pas aujourd'hui, enfin, je me connais plus, mais en tout cas, j'ai vécu ça, et dans le, comment dire, dans le processus, il est dit que tu trouves ton totem, quelque part. Et souvent, les gens qui ont fait des expériences avec l'ayahuasca, on voit des serpents et on a peur. D'accord. Et moi, j'étais le serpent. C'est très précis, c'est comme un film en 3D. Hein. Je suis le serpent, je vais dans l'eau, je vais sur terre, je retourne dans l'eau, je reviens sur terre, je me balade tranquille. Et après, j'ai dit, bah, au moins, tu as des peurs, il y a des gens qui ont des peurs en eux que toi tu n'as pas. Voilà, je trouvais que c'était rassurant. Voilà, c'est ce que je retiendrai. Et je pense que ça a laissé des séquelles beaucoup plus positives que des drogues comme LSD, Est-ce etc. que ce guide, il a vu certaines capacités chez toi, justement, de création artistique, ou est-ce qu'il a vu certaines choses de toi que tu ne savais pas et qui t'ont apporté quelque chose? Ah non, parce que moi, j'ai fait tout mon voyage avec une guitare. Et d'ailleurs, des fois, ça me permettait de... Oui, parce qu'avant, tu avais un groupe dans les années 75, ça, de écoute, rock, tu étais guitariste. J'étais guitariste, à San Francisco, j'ai rencontré des musiciens, on faisait des bofs, c'était pas un vrai groupe, quoi. Mais ils étaient beaucoup dans le heavy metal, tout ça. Tu te rappelles comment ils s'appelaient? Non, on n'avait pas de groupe, en fait. Pas de voix, c'était des amis, quoi. des amis, d'accord. Plusieurs guitares, un ampli, un batteur, et puis voilà, on essayait des trucs. Mais j'aurais bien voulu qu'on essaye plus loin, mais ils étaient trop rock. D'accord. Limite, Et toi, déjà, tu prenais un virage. Ils étaient anti-funk, en fait. Anti-soul. Ah, ouais. Et seule chose qui supportait dans la musique noire, c'était le reggae. D'accord. Donc, Jimi Hendrix, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'était plus ce côté... Du coup, on n'arrivait pas à s'entendre. Et ils trouvaient que j'étais trop... Screaming Hawkins. Ouais. Donc, bah voilà, mais pour autant, je suis parti avec ma guitare. Et chaque capitale, j'allais voir les Hilton, les hôtels de luxe, et puis je leur proposais mes services en tant que... Contre un repas et une chambre, je jouais plusieurs heures pendant que les gens mangeaient ou buvaient leur cocktail. Et ça m'a permis, ça donnait du baume au cœur déjà. Et puis ça me permettait de pratiquer la guitare. Donc, pour revenir à ce que tu disais, dans le petit village à côté de Pucallpa, j'ai ma guitare, et puis je jouais, et puis voilà, je jouais bien, mais il n'a pas vu en moi quoi que ce soit de... D'accord. C'était assez routinier. Ouais. Après, j'ai fait des bofs avec des musiciens du coin pour les mariages, tout ça. J'ai joué avec eux, mais... Et cette période-là, donc, a duré 1 an à peu près. 8 mois. Tu es revenu à Paris. 8 mois, ouais. D'accord. Et puis là-bas, les guitares, écoute, tu casses une corde, tu prends un câble de moto ou tu prends un bout de fil de fer, et puis tu appuies le médiateur, tu prends une pièce de monnaie, et ça fait l'affaire. Ouais, ça remet les pieds sur terre quelque part. Ouais. Voilà quoi. Puis après, je suis revenu à Paris, donc c'était... 81, ouais, 81, ouais. Et là, c'est l'émergence des radios libres en plus. 81, donc c'est à ce moment-là que tu as commencé justement à faire les démarches. Alors, grâce à mon grand frère, et un pote à lui qui faisait des courts-métrages, on va dire. Donc, il m'invite, je vais avec lui, et puis c'est dans un petit cinéma de quartier, et puis il me dit, ah tiens, je te présente un tel qui a une radio libre qui s'appelle Arc-en-Ciel. Ouais. Et puis, c'était Funkabilly, ça, 82. Ouais, après, c'est ça. Ouais. C'est ça qui a été ma première émission de radio. Et après FG, Carbone 14, RDH. Et du coup, c'était une radio qui émettait, c'était à Barbès, et qui émettait juste du périph' jusqu'à la gare du Nord. Enfin voilà, c'était très local, quoi. Et du coup, j'ai appelé mon émission Funkabilly. Ouais. J'ai commencé à cette époque-là, tu t'appelais Speedy Dan? Je m'appelais rien. T'avais pas, d'accord, pas de nom encore, d'accord. Speedy Dan, c'était mon nom de coursier en fait. Ouais. Parce que j'allais vite. Ouais. Très bien.
Et puis voilà quoi, après Carbone 14, RDH, Ouais, qui est Radio 7, voilà. en invité, puis après Nova, Après Nova, ouais. bien sûr. Et puis Génération, Ouais. et puis Et tu connais toujours actuellement, là. Tu as toujours une émission, enfin, on va dire, pas une RFI, émission, mais RFI, non, non, sur le web. sur le web, tu as Ouais. un peu World Hip Hop, où tu présentes pas mal Ouais, de bah, hip-hop en différents du fait, monde entier, quoi. j'ai des thématiques, mais Voilà. c'était Canal Funk, où j'avais une D'accord. émission jazz funk et thématique 79, 80, 80, 80, 82, 83, hip-hop. Mais c'est sur RFI que je faisais, ça s'appelait Global Hip Hop. D'accord. Et là, c'était diffusé par 1000 radios à travers le monde. Okay. Ça Ouais, s'appelait ça. la banque sonore de RFI. Mais ils ont coupé les budgets quand Macron est passé au pouvoir. Et du coup, j'ai été viré comme 15 autres personnes. D'accord. Du coup, après 5 ans de bon et loyaux service avec une émission, quand même, où je passais beaucoup de temps pays par pays à voir ce qui se passait. En plus, ça va, je comprends bien l'espagnol. Du coup, j'ai fait beaucoup d'Amérique du Sud. Espagne, Amérique du Sud, enfin latino, quoi. Donc voilà. Et j'essayais de proposer le même concept à Radio Nova, mais bon, puisque aujourd'hui, je n'ai aucune réponse, ni positive ni négative. C'est bien dommage. C'est dans les oubliettes, quoi. Voilà, quoi. Je voulais savoir, quand tu as fait la première partie de Public Enemy, Ouais, est-ce que tu avais discuté ou échangé avec Chuck D? ouais, bien sûr. Ouais. Et, Parce que c'était assez riche, je on pense. a fait les balances l'après-midi. Ouais. Et Quel souvenir tu as de Chuck D? bah, un mec formidable. Ouais. Très Ouais, fort, hein, lyricalement. Ça, ouais. processus Flavor Flav, il était à l'hôtel. Ouais. Et Chuck D, par contre, bah, ce qui était génial, c'est que on fait nos balances. Donc lui, il était en backstage dans sa loge. Et puis je balance le morceau d'intro de l'autre set. Et puis il vient jusqu'à la table de mixage façade. Il me dit, mais c'est qui a fait ça? C'est quoi ça? Ah oui. Je dis, bah c'est moi. Et, wow. Respect. Ouais. Voilà, c'est ça. Bah, écoute. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Donc ça, c'était au Zénith. Mais c'est moi qui les ai fait venir à Paris chez Roger Boitefort. Ouais, c'est ça. Voilà. Exactement. Grâce à un gars qui s'appelait Dave Funkenheim, D'accord. que j'avais rencontré à New York. Et puis on a gardé les contacts. Et du coup, par lui, j'ai fait venir Ice-T, Spoonie G ouais. et Public Enemy. Donc c'était leur toute première date à Spoonie G Paris. qui était un des pionniers de l'époque aussi. Ouais. Par contre, Terminator X n'était pas là, c'était Red Alert qui le remplaçait au platine. Voilà. Donc il se rappelait bien de moi. Tu vois. On a Dynasty LNFD, il savait qui c'était. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer, je crois qu'il n'est jamais venu à Paris, Ready Red, DJ Ready Red des Ghetto Boys? Non. Qui était. Les qui est Ghetto Boys, décédé. ils sont jamais venus à Paris d'ailleurs. Non, ils sont jamais venus. Mais qui est décédé. Ready Red, que on ouais. connaissait bien. Ouais. C'était la première formation Ghetto Boys où tu avais Raïm, tu avais les. Qui étaient de New York en fait au départ. Ah ouais. Beaucoup, les premiers Ghetto Texas, Boys. Ghetto Boys. Scarface, oui, Bushwick Bill, Willie D, mais la première mouture de Ghetto Boys était de Trenton, enfin, Ready Red était de Trenton, et les autres étaient de New York aussi. Après, il n'y avait que Asken, enfin, DJ Asken, et pourquoi c'est ils sont Scarface. tous partis dans le Texas, tous ensemble? Alors certains, non, en fait, c'était une formation au départ new-yorkaise, avec Ready Red. Autour de lui, tu avais deux gars de New York, en fait. Mais du coup, après, c'était un collectif et tu avais, c'est devenu, tu avais Vicious Lee, DJ Vicious Lee, qui était chez Rapolot, mais qui faisait Def 4 et qui était new-yorkais, en fait. Donc c'est lui qui produisait, qui chapeautait Rapolot, tout ça, qui faisait les productions, tout ça. Bah, c'est un peu comme tous les New-Yorkais qui sont partis en Californie autour de Ice-T, tu vois, RM Syndicate, tout ça. Syndicate, Dan O'Neill, Bronx Album, voilà, c'est que des New-Yorkais. C'est vrai. Même il y avait Everlast, qui avait les cheveux gominés à l'époque. Ouais. Il était italien. Un peu à la Vanilla Ice. C'est ça. C'était un peu mieux quand même. Et tu avais rencontré aussi les Last Poets? Oui. J'ai travaillé avec eux d'ailleurs. Vraiment des gars très intéressants. Quel était l'échange avec eux? Bah après, il y a Last Poet et Last Poet, puisqu'ils sont scindés en deux. Et se sont pas mis d'accord sur le dépôt du nom. Du coup, il y a eu deux Last Poets qui ont tourné dans le monde ensemble. Sauf qu'il y a
Apparemment, moi, j'ai eu affaire au vrai, Mhm. même s'il n'y a pas de faux, mais bon, Ouais. c'est comme si les Rolling Stones se séparaient, et Ouais, qu'ils ouais. gardent tous les deux le même nom, quoi. Ou les Floyd. Ouais. Pink Floyd, pareil, Roger Waters. Ouais. C'était que lui. C'est ça. Bah écoute, en fait, c'était dans le cadre de Banlieue Bleue, Mhm. et donc on devait sortir un disque qui n'est jamais sorti, parce que eux, ils voulaient être payés plus cher. Et par contre, ils voulaient bien des samples, mais que des samples des Last Poets. D'accord. Donc j'ai repris le Hustler Convention. C'est Cool de Gang qui fait la musique derrière. Ouais. D'ailleurs, ça leur a pas posé problème. Mais c'est plus le nom du morceau. Donc on a fait un beau morceau. J'ai encore les pistes séparées. Je me dis peut-être un jour j'en ferai quelque chose. Mais je sais pas si ils sont pas tous morts. Ah non, non. Enfin, moi, je les ai rencontrés il y a un petit moment déjà. Bah ouais, mais Mais comme ça part vite ils aux sont pas, États-Unis. Hein, ouais, ouais. ils sont pas morts encore. Hein. Ils ont 80 ans presque maintenant. Bah, il y a le petit peu. percussionniste qui s'était rajouté Ouais, au ouais, combo. ouais. Bah, en fait, il était dans le crack aux États-Unis. Il est resté en France pour sortir du crack. Et puis c'est en pleine période de la rotonde. Et le crack arrive en force à Paris. Et il en est mort. Voilà. Ouais. Et bah voilà, les Last Poets. Et on a fait. Enfin, eux, ils ont fait leur scène, mais moi je faisais la première partie et l'after. C'était en quelle année ça? C'était, je sais pas de conneries, 95. D'accord. Ouais. C'est la période où j'ai travaillé avec Rufus Thomas aussi. D'accord. Et tu avais rencontré aussi George Clinton. Oui. Alors pareil aussi, la rencontre un peu avec lui, tu as échangé un peu. Ouais. Bah écoute, pas plus que ça. En même temps, Il connaissait un peu ce que tu faisais suffisait. déjà Pas ou du tout. pas du tout? Il n'en a rien à foutre d'ailleurs. D'accord. Sauf qu'il a vu que j'étais DJ, du coup il m'a filé un maxi de ses petits-fils. D'accord. C'est d'ailleurs un truc qui est formidable, mais on reconnaît pas, c'est pas de Happy Funk, quoi, tu vois, c'est la reprise de Happy de Surface, tu vois, D'accord. les versions rap. D'accord. Et ça, je l'ai joué, c'est magnifique. Et c'est lui qui me l'a donné en fait. Il me dit, oh, t'es un bon DJ, tiens. Et bon, comme j'ai fait sa première partie, des loges, il entendait, il trouvait que c'était bien. Ouais, C'était un bon travail. Quoi. Ouais. Mais lui, il sait pas, tu sais, il déboule en France, il cherche de la coke, et puis, et s'il joue 3 heures, ça veut dire qu'il l'a trouvé. S'il joue qu'une heure et demie, ça veut dire qu'il l'a pas trouvé. Bah, beaucoup de rappeurs new-yorkais enfin, connaissent très peu de choses de la France, à part NTM ou Ice-T, ils parlent d'NTM. Alors, toi, ils te connaissent. Ice-T parle Certains. d'NTM? J'ai déjà vu une interview, oui, Ouais. il connaissait de nom. Ouais, Ils bah connaissent de après, nom. il va dire Ils du connaissent Solar de- aussi. C'est ça. Le bien, le mal. C'est ça. Mais À ça, New York, tu sais, ça c'était en 95, 16, 17. Fin 90, Ils les New-Yorkais connaissaient Ils que connaissaient le que bien, ça. le mal. Ouais. Ils connaissaient que ça. Même pas Maintenant, NTM, avec hein. Internet, Ouais. ils connaissent Adrénaline, plus. qui sert à rien, tu vois. Heureusement qu'elle a. D'ailleurs, tu crois que la série Le Monde de Demain, qui est sur Netflix, moi Où tu es j'ai dedans. prévenu Dynamax, bon c'est sous-titré, hein. Ouais. Mais, De Bond Syndicate. Hein? Dynamax. Ouais, Dynamax. Ouais, de Bond Syndicate. Non, de Produce by New York. D'accord. Non, Dynamax. Ah, tu parles de MCDJ, Dynamax. Dynamax. Ah, je Maximum pensais avec. Sweat. Ah, moi je pensais à Dynamax. J'ai fait plein de morceaux avec lui, tu sais, sur. Avec Donaldy, moi. sur, ouais, c'est ça, exactement. Bon, ben Blanc Syndicate. Bah ouais, mais en fait, c'est. Oui, d'accord. Il en fait pas Formation. partie. Ok, formation. Ouais. Puis Donaldy, maintenant, il est en. Il est en Italie. ouais. Il est en Italie. Ouais. J'avais une interview. Donc, je te disais quoi déjà? On parlait de. Je sais, on a perdu le fil. Vas-y, fais retour. On retourne en arrière. Non, pourquoi je te parlais de Dynamax, c'était par rapport. Je sais plus là tout d'un coup. C'est pas grave. On est le lendemain de la soirée d'hier. C'est le donc train of c'était- thoughts. Le train of thoughts, le train des pensées. Il y avait un morceau qui m'a marqué à l'époque. C'était Pour un con. Ouais. Le sample, est-ce que tu te rappelles d'où tu l'as pris? Bah Est-ce que c'est composé ou est-ce que tu as composé là à ce bah, j'ai moment-là? pris Gainsbourg.
Requiem pour un con. Non, mais le son lui-même, c'est Gainsbourg uniquement. Bah non, tout le reste c'est moi. La production. Il y a juste pour un con. Et le break de batterie. Non, mais je parlais de le son derrière de la production. J'ai pris le break de batterie de Requiem pour un con. Ouais, ça d'accord. Et le son lui-même, il est produit quelle machine? C'est à l'SP12. Ouais. Et j'ai fait ça aux 8 pistes de Radio Nova. C'était le deal avec Lionel, on n'était pas payé, mais on avait le droit d'utiliser leurs 8 pistes la nuit. Donc on passait souvent des nuits. Et puis là, j'avais vraiment un truc à dire par rapport à la fin de l'émission. Et puis, je pense que ce que j'ai fait, c'est pas mal. Mais ce son-là m'a marqué au niveau de la production. Ouais. Et il y avait un autre morceau aussi dans Il n'y a pas de problème, c'est Comme une fusion. Ouais. Donc c'est pareil, ce morceau, bon, très peu en parle, mais ce morceau, il est à part parce qu'il y a un côté très hypnotique. Il y a, à un moment donné, le son il change dans le refrain. Tout. J'ai beaucoup aimé ça me fait plaisir. ce son-là comme une fusion parce qu'il est à part, je trouve, des autres. Enfin, les autres sont très bien, mais ce morceau-là, il est à part. Je suis d'accord. De toute façon, Lionel dit, ce que j'aimais beaucoup chez lui, c'est que on sentait quelque chose de très profond. Ah oui. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, il n'y a aucun gros mot. On est dans une période où justement il veut montrer un langage, tu vois, assez pas soutenu, mais un bon langage. Ouais. Et on sent tout le temps l'âme à chaque morceau. Ouais, on ressent ça et cette sincérité-là en fait. C'est le cas, et puis à moi en tant que beatmaker, on va dire ça maintenant, fallait qu'on soit à la hauteur l'un de l'autre, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, moi j'essaie de donner de l'âme dans mes musiques. C'est ça. Et par contre, des fois, il n'arrivait pas à trouver comment que ça fusionne. Mais comme tu parles, comme une fusion, par contre, cet album, on aurait pu faire mieux. C'est un morceau d'amour, entre guillemets, mais profond, justement. C'est avec Amina Dabi sur les... Et du coup, on ne savait pas quoi faire sur le refrain. Et comme j'ai travaillé avec elle aussi, du coup, voilà, elle m'a dit, tiens, j'ai une idée, c'est unique. Et c'était assez sensuel, érotique même. Et puis, non, mais Lionel, il me manque énormément, je tiens à le dire. Et je rêve souvent qu'on est ensemble, tu vois, dans mes rêves, et qu'on travaille des morceaux. J'ai fait à manger, enfin, tu vois, voilà, comme vraiment un ami, quoi, qui a été et qui restera. Mais le truc, c'est que on avait un deuxième album en route. J'ai perdu toutes les pistes. Il m'est resté que Prise de vitesse et c'est tout. Et donc, c'est pour ça que j'ai ressorti en 45 tours il y a 2 ans. Tu l'as eu, ça? Non, je l'ai vu passer, ouais. Et puis, je trouve que c'est un gros gâchis. Et comme tu disais, Lionel, il faisait très attention. Et de toute façon, nous, de notre génération... Les mots, c'est... Et qu'il n'y a pas de vulgarité. C'est ça. Qu'on peut parler de la rue sans... Je fais souvent écouter à des plus jeunes ces textes parce qu'ils apprennent une autre façon de... Et à l'époque, c'était l'arrivée de NTM. Et du coup, on s'est fait laminer parce que eux parlaient plus comme les jeunes de l'époque parlaient, quoi. Nique ta mère, enculé, etc. À l'endroit comme à l'envers, tout ça. Lionel, jamais. Bien sûr. C'est pas du tout dans sa tête. Il parlait comme ça. Après, j'adorais aussi la façon dont Destroyman Gainsbourg abordait le rap parigo de rue, quoi. Pas un gros mot. Pas un gros mot. OGM, pareil, tu vois. Évidemment dangereux, mais il va pas te dire j'ai piqué, quoi. Pas besoin. Et c'était... je trouve que le rap de ces mêmes, les Little, enfin les New, enfin... C'était du vrai rap parigo profond, enfin tu vois, ou festif, ou... Après, même plus tard, le Mystère Amer avait apporté un truc particulier, c'était autre chose, mais au niveau du son, ils avaient ce son. Après, il y a Monique qui, voilà, bon. Un peu comme Démocratie, ils avaient le son Ghetto Boys un peu, et puis Mystère, ils avaient plus ce son NWA, la Niggas of Destruction. Ils étaient en avance, par contre, c'est au niveau production, enfin, concept. Ils étaient fans, côte ouest, pas G-Funk, mais côté hardcore. Civilisation complexe, c'était plus Gunshot à Jack. Ah oui, c'était très fort. Moi, j'étais fan d'Hijack.
Mais tous qui Ils pratiquaient étaient le turnstile. DJ Supreme. Ouais. Ouais. Tu t'es retrouvé pas en battle à un moment donné, enfin en Non, DLC avec non, Supreme, non, ouais, non. ça n'a pas fait. Ouais. Non, non. Qui était très très fort, hein, Supreme aussi. Ouais, ouais, ouais. Jack qui a disparu après, groupe un peu qui a été l'étoile filante. Bah ouais, ils Super ont Boulette, signé chez Jack. Ram Syndicate, ça n'a pas marché du tout aux États-Unis. Ouais. Du coup, en Angleterre, ils se sont fait bouder. Ils se sont pris pour des ricains, tu vois. C'est comme des rugby. Ils ont signé chez Profile, ça n'a pas marché, et des rugby terminé, quoi. Donc, et puis à Jack, ils jouaient un peu leur numéro, on voit pas nos têtes, on a des masques, Complètement. tout ça. Bah après ils se sont Bah, ça embrouillés a avec lâché les Supreme, gens. ils se sont plus jamais parlé. Ça les a lassés, les gens, quoi, pour qu'ils se prennent, quoi. tu Après vois. Jack ils sont revenus en 96 sur Opération Overlord. Oui. Ils avaient fait un morceau Mr. Pink, Mr. White là. Ouais, là tout de suite, ça me revient pas. Mais... Dingue, enfin c'est le refrain tout ça. Ouais. Qui était pas Bon, mal. ils ont Après, fait un essai, quoi, c'est tout. Ouais, mais le morceau était bien. Quoi. Le Ouais. morceau était bien, mais après bon. Bah, de toute façon, Jack, c'est une grande qualité, hein, franchement. Puis ce qu'ils ont fait, personne ne le fait. Enfin, C'est je veux clair, dire, c'est House une of couleur, Jericho, mon Dieu, c'est quoi. unique quoi. Ouais. C'est vrai. Il y a Silver Bullet aussi. Dans Ouais, l'esprit, ouais. Mais Silver Après, Bullet, après Demon Boys, tout ça, mais c'était plus. Ouais, puis après London Posse, machin, etc. Bon, ça, c'était plus ringard. Mais puis Gunshot, et puis... Ouais, Gunshot, ouais. aussi qui était fort. Ouais. Ta, 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 ta. Ah, c'était violent, hein, le Ouais, rap Gunshot, anglais de c'était très l'époque. fort. Et puis Là, après, ils étaient proches de Public Enemy dans Dans la c'était- démarche, La prod, c'était Hank Shockey, un peu, on était dans Bomb Squad, quoi. Pour ça qu'Ice Cube était parti ouais, avec ouais, eux. mais oui, tout à fait. C'était dans cette Mais, période-là. avec des dissonances et puis beaucoup de breaks de batterie survitaminés. Et puis finalement, après, les mêmes producteurs, un an après, ils ont créé leur truc, la jungle, quoi. C'est ça, Ronnie Sight et tout ça. Ouais. On est parti dans la drum and bass. Ouais. Mais c'est les mêmes, hein, En derrière. fait, ce qui est intéressant, C'est jamaïcain, quoi. Ouais. c'est ce qu'on avait au débat là, c'est que la Terre 808 du début des New-Yorkais, que ce soit Original Concept, ça, est passé après dans le South, passé dans le Down South. Ouais. Et justement à Memphis ou d'autres, ou Houston, ou. Je parle de quelle époque Bah, finalement, la Terre 808, après, elle disparaît dans les années 90 de New York. Et elle réapparaît dans le sud, en fait. Ben, elle disparaît bien avant, en fait. Oui, c'est vrai. En fait, elle disparaît de New York, mais après, elle va à LA. Elle va à Miami, Et elle va à Miami. la Miami Base, tout Et puis Miami, ils boostent la grosse caisse complètement. pour que ça fasse Bah, bon, et puis tout le son d'Atlanta, c'est Whoomp. Pas tant que ça, parce que avec team- toutes la les team- boîtes à la rythme ta- qu'il y c'est la avait, tag team. la La grande tag trace, team, le Berheim, tout ça. Il y a la tag team de Atlanta, MC Shady. Ouais, tag team, bien Tag sûr. team, Whoomp, Et tout tag ça. team, c'est bien après. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est déjà du revival. Ouais. En fait, ça passe New York, LA, Miami, et après, ça revient Bah après, t'as sur Atlanta, t'as tag Manny team, Fresh, etc. t'as ouais. Manny Fresh aussi à New Orleans, t'as toute cette période MC Irv et DJ Jimmy. Ouais. Là, c'est New Comment Orleans. ça s'appelle, Et après à Memphis, après justement. Ouais. Par contre, c'est resté vachement dans le sud. C'est vrai. Ouais. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que. La sonorité, Ouais. ouais. Il y a un truc qu'ils ont travaillé, perfectionné. Ouais. En fait, partout ailleurs, ils sont mis à la speedy, à d'autres façons de travailler. Enfin, c'est pas film, t'as jamais entendu une TR-808 dans ces prods. Ouais. Mais du coup, c'est devenu local. Voilà, mais je t'avais fait écouter, je t'avais passé des tapes de Ouais. Memphis et tout ça, ce côté low-fi. Qu'est-ce que tu avais pensé justement de ce son-là qui était à part de Chris Hicks et tout, DJ Paul? Les prods qu'ils faisaient en 95-16, Bah, je toutes ces trouve prods cassettes, quoi. Ouais. Ce côté fantomatique, Ouais. qui est un à part, quoi. C'est une vie. Ouais, j'aime bien le À truc part. fantomatique parce que en Il y a plus, DJ Sound. dans les textes aussi, Ouais, ah c'est oui, très, complètement. c'est très acteur. Enfin, tu vois, ils Bah, jouent un Mystic rôle. Style, Ouais. on est là-dedans. Hein. Comme tous les trucs de LA très sombres, on parle de meurtre, de tombes, de machin, etc. Il y a aussi- Et avec des voix obscures, enfin, The tu dit vois, aussi, Alta d'autres Skelter. tombes, enfin, tu vois, mais par contre, ça Tu sais, fait partie d'un Alta Skelter, il n'y a plus de voix. d'un là. concept. Enfin, Tu vois le ouais. cassette? Ouais, Le- ouais, carrément, Dit ouais. aussi, Enfin, c'est un concept particulier, mais quand tu Bah, rentres, t'avais Buzz Lynch. c'est un film, quoi, tu vois. Season of the Sickness, Ouais, ouais. qui est complètement. C'est complètement dingue, quoi. Mais c'est barré d'une certaine façon. Ultramagnétique, c'était barré. Franchement, Oui. quand tu écoutes les paroles, tu te dis, mais de quoi il parle en fait? Case. Ça sonne bien, ouais. ouais. Par Octagone, après, elle est partie. Ouais. MF2, première Ouais. pochette new-yorkaise, Ouais. plein de pixels. Docteur machin. C'est Doom. Ouais. Docteur Doom. Bon. Et alors quoi après? Et
Après, je voulais justement sur les machines que tu utilisais, les premières machines que tu as achetées et sur lesquelles après tu as travaillé et lesquelles c'est tu la préfères. TR, c'est la TR. TR 808. Ouais. Et puis après, La 707 ou la 808 direct 808. D'accord. Et ça, c'était en 82. En combien 82. D'accord. Et- Après, j'ai eu accès à la drum track. D'accord. En fait, mon premier album, Panam City Rapid, Ouais. j'ai fait toutes les maquettes à la TR 808. D'accord. J'arrive chez mon pote, Fio de la Lausanette, et il a une drum track. Alors, je suis impressionné. En plus, il avait des épreuves avec plusieurs sons de grosses caisses, plusieurs sons de Tesla, etc. Donc finalement, je me dis, ouais, ça va faire plus moderne. Donc je retape tout à la drum track. Après, quand j'ai fait l'album de Lionel en 89, j'avais une SP12. Ouais. Donc c'est la première boîte à rythme avec échantillonnage dedans. Et quand tu as fait le morceau La Paix, tout ça en 91, La paix. tu parles de la guerre. De la guerre. Ah oui, mais ça c'était avec tu rappes, d'ailleurs, à l'époque. SL 1000, SS 1000, D'accord. non, Akai S1000, avec Atari, créateur dessus. Et au niveau des synthés, tu travailles Alors, avec des Roland, les À Fantômes, l'époque, tout ça j'avais un six track. Ouais. Donc c'est la même marque que la Drum Track, c'est Emulator. J'avais, enfin j'avais pas, mais mon pote avait un Prophet 5. Après, le 6 track permettait de faire des bons synthés basses. Après, moi je suis guitariste, donc guitare, basse, acoustique, c'est moi. Et puis pour le reste, s'il faut une percu, je la tape, et puis, etc. Quoi. Et Las Poets. En, En live. en tout cas, dans tout ce qu'on entend dans mes disques, Ouais. c'est rare qu'il y ait des samples. En tout cas, si c'est des basses et des guitares, c'est moi qui les joue. À 90%. Voilà. Mais je sais que ça Au niveau ça du passe comme un mastering, tu t'es occupé du mastering ou tu as eu des personnes qui s'occupaient du mastering à New York ou tu as eu des... Alors, le mastering, avec qui tu as fait des... Tu peux pas laisser ton bébé, une fois que tu as travaillé longtemps dessus, dans les mains de quelqu'un qui Donc tu as tout fait toi-même. c'est pas que j'ai tout fait moi-même, c'est qu'il faut être sur place D'accord. pour vérifier. Alors en France, c'était la catastrophe parce qu'ils ne comprenaient absolument pas ce qu'était une infrabasse, ils n'en voulaient pas. Ouais, ouais. Et ils se prenaient. De toute façon, ils aimaient pas le Ils hip-hop. avaient une version... C'était rock. C'était rock. Complètement. Ouais. Donc c'est bas média. Enfin voilà. Et je dis ouais, mais tu vas nous casser le matériel. Non, Jimmy Iovine. Alors du coup, bah, une fois que j'ai eu cette expérience rude avec tous les studios de mastering parisiens, ben, j'étais chez Polydor. Dans mon contrat, j'ai rajouté mastering États-Unis. Et c'est passé. Et du coup, j'étais mon premier, c'était chez Howie Weinberg, donc celui qui a masterisé tous les Public Enemy, Terminator, Ah, tout bon. ça. Et pur taf, quoi. Et puis les dynastales de 95. 14. 14, ouais, Je suis pas leader. ouais. Enregistré en 93, sorti en 94, promotionné en 95. Et là, c'était chez Hit Factory, avec Tom Cohen. Et c'est la première fois qu'il m'a proposé de faire, non pas sur acétate, mais en direct Metal Master. Ce qui permet à garder le truc pendant des années, si tu veux. Et il n'y a pas de dégradation à la fin de la face. Voilà. D'accord. Je suis précis dans mes réponses. Ah non, mais ouais, c'est très très bien. Et actuellement, tu composes sur quoi alors actuellement Bah, actuellement, je ne compose plus. Ouais, Je fais une pause. d'accord. J'ai trop composé et trop de choses qui ne sont jamais sorties. J'ai un EP avec OJM, mais on n'arrive pas à le sortir. Perso, on n'a pas l'argent, il faudrait qu'on fasse un crowdfunding. Un EP avec des morceaux qui datent d'avant le Covid, mais depuis le temps, on n'a pas réussi. Il y a un gars qui voulait sortir, mais qui est mort d'un cancer foudroyant, donc voilà, on est un petit peu en chien. Voilà, marre de faire des nuits blanches à vider mes tripes sur des morceaux qui sortiront jamais. Et puis mon style est particulier, du coup j'ai du mal à trouver des partenaires pour poser dessus. Et je mets trop dans la musique pour qu'un rapport puisse mettre en général ce qu'on me dit sur les derniers compos que j'ai fait. C'est trop personnel finalement pour que quelqu'un puisse poser dessus, ou alors il va me dire enlève ça. À la limite, je vais me faire un autre morceau. Du coup, je soigne les soirées
je nettoie mes disques, je prépare mes sélections, j'essaie de faire au mieux ce que je sais faire en ce moment. Et c'est un bon revival, je suis bien content. Mais par contre, là, je devais sortir un coffret avec 4 disques, 40 morceaux. Et c'est pareil, c'est le même producteur qui est mort. Et du coup, c'est une grosse galère. Et du coup, un travail de 3 ans qui s'écroule tout d'un coup, bah, ça m'a gavé, quoi. Comme on dit. Et du coup, par contre, sinon, je compose avec un micro-Korg, un mini-Korg, voilà, qui fait vocodeur aussi. Ça fait des sons de synthé basse de dingue, ça fait tout ce que j'aime. Ça fait des sons. Le thérémine. Ouais, et puis après j'ai ma guitare, ma basse, mon ampli, et puis voilà. J'ai des pédales d'effet, en programme j'ai dit Digital Performer, mais une version qui n'est pas forcément les plus nouvelles, parce qu'il y a des updates que j'ai pas, mais ça fait ce que j'ai envie que ça fasse, et j'ai pas encore fait le tour de tout ce que ça peut faire. J'ai plein de plugins, donc je suis pas mauvais. Après, je fais mon pré-mastering, et si jamais c'est sur un disque qui doit sortir, à ce moment-là, on va voir des pros, et puis on compare. C'est des fois des trucs que j'entends pas chez moi, et que tout d'un coup, je découvre. Ouais, pour avoir un avis objectif. Bah, S'il y avait d'autres écoutes, quoi. s'il y avait un rappeur américain avec qui tu rêverais de faire une production, ce serait lequel ou lesquels? Et que tu n'as jamais pu, ou ça s'est jamais Je le dis, fait. Tu le dis, ouais. par exemple. Ouais. Bah ouais, quand même. Bah ouais. Et au niveau des Après, producteurs, bon, cet album, j'aimerais bien retrouver sa trace. Je sais qu'il est à la tête d'un label dans un Michigan ou tu vois, un truc comme ça. Ouais, un truc perdu, un peu comme ça. Ouais. et au niveau Mais sinon, ouais. des producteurs, lesquels Là, j'ai fait un truc avec Dynamax qui vient de sortir un album. Faut que je te l'envoie pour que tu écoutes. Il y a 2 vidéoclips. Le truc, il est bien. Il est futuristique, un peu rock. D'accord. Rock, hip-hop, futuristique, c'est vachement bien. Ok. Et on essaie à chaque fois qu'on sort un truc que lui il vienne sur ma prod et que moi, du coup, il m'a invité à faire un morceau. Par contre, je sais pas comment de chez moi, le morceau, je l'ai trouvé crade. Je sais pas où il a fait masteriser, mais c'est à l'américaine. J'ai un peu le morceau, tu te dis ça. C'est comme le morceau de Bambata que tu avais fait, où au niveau mastering, c'était un peu compliqué, tu avais des soucis. Ah, quelle horreur. Ouais. Quelle horreur, ça a été bousillé. Ouais. Voilà. Malheureusement. Ouais. Bon, Au niveau des producteurs qui t'ont influencé enfin influencé, tu as beaucoup aimé, Oui. américains, lesquels seraient-ils? Marley Moore, O.E.T., Clark Kent, Bobcat. Je crois qu'on a fait le tour. Après, il y a, comment il s'appelle, Larry Smith, pour tout les vignes, etc. Ouais. Après, j'aime pas trop quand c'est trop léché, tu vois, les Boogie Boys par exemple. Je sais plus qui est. Mantronix, donc ça dépend de quelle époque aussi. Mes débuts de Mantronix. Puis après, il y en a quantité d'autres, tu vois, mais ça, c'est des principes. Notamment parce que Marley Moore, quand même, il a accompagné le son de New York et qui a influencé le monde entier. Avec toutes les périodes premières, de l'Esprit Blues. Pour moi, c'est un professeur. Les Lords. Bah ouais, ça c'est 90. Keeper of the Funk. Avec Rakim, enfin tu vois, Mr. President. Keeper of the Funk est peut-être mieux travaillé, je trouve, que le premier. Enfin, que le Here Comes the Lords. Au niveau, il y a ce côté aérien, jazz aérien, tu vois, qui est particulier dans Keeper of the Funk, un peu. Ouais, mais rêveur. Rêveur. Mais c'est différent. Un peu linéaire, mais pas. Voilà, le premier, le jazz vraiment qui tape, quoi, et le deuxième, Keeper of the Funk, est un peu différent. Bah, le premier, il est dans la suite de Pete Rock aussi. Ouais. Parce que maintenant, on appelle Boom Bap. Tu avais Idol Squatch aussi, qui était de New York, et qui avait un son un peu. Et ça, c'est la période 90, mais vraiment, moi, ce qui m'a impressionné, c'est la période 80. Tu vois, à partir de Paul Free, ça que DJ, et puis toutes les prods inconnues où tout d'un coup tu regardes sur la rondelle, produit par Marley Moore, le mixé par Marley Moore. Le gars, il était omniprésent tout le temps. Toi, Roxanne Ship. Plus, moi, ce que j'adore chez Marley Moore, c'est comment il travaillait des voix à l'époque. Comment il les salissait et comment c'est beau.
Et les rythmiques super rudes et profondes. Je sais pas, il a vraiment une patte. Après, je peux te parler de Dr. Dre, mais c'est une évidence. Mais, Tu avais aimé Daisy D aussi, la production de Daisy D Rebirth, là. Je sais que tu le passes en soirée des fois. Ouais, Daisy ouais. D, Daisy D, oui, bien sûr, ouais. Bah, il y a pour ça Battle que Cat, il y a c'est Battle pas, Cat aussi. ouais, c'est pas limitatif. Hein, tu Après, vois. en West Coast, c'est vrai qu'il y a beaucoup de producteurs qui sont moins connus, comme Egyptian comme, Over, évidemment, quoi. mais je pensais aussi à Mike Mosley, Sam Bostic, ou Studio Town. Studio Town, Ça, c'est le truc qui t'a marqué, mais c'est le mob sound. c'est générationnel aussi, tu vois. Voilà, c'est 84. C'est l'école Moi, de... j'ai 23 ans, j'écoute Dimple D, ça fait DJ, tu vois. Oui, je l'ai envie. Ça traumatise. J'ai envie. Ça traumatise, tu vois. C'est clair. Après, bah, évidemment, bon squad, tu vois. Oui, un Shocky. Bah, Shoki C'était et génial. Génial. Arrivé Tam Sawyer et tout ça. Et notamment aussi pour leur travail en funk avec le groupe Shabazz. Ouais. Ouais. Ils ont fait trois maximes et 3 tueries. Ouais. Est-ce Dont que- le premier c'est Unified. Et les paroles c'est vraiment. Est-ce que tu avais repéré à l'époque un rappeur qui s'appelait AZ? Alors, je parle pas de AZ qu'on connaît, mais le AZ Streetwise, AZ Faison, qui était en fait un des parrains de Harlem. Quel label? En fait, c'était une cassette, en fait. C'était, enfin, mais après, Ben moi j'étais pas à New York, j'achetais pas de cassette. Moi. c'était le groupe Mob Style. C'était un groupe de Harlem. Et le morceau, il s'appelait AZ Streetwise. Ouais. Et ce morceau, on est en 91, et ça préfigure avant Mobb Deep. C'est ça qui est incroyable, c'est que ce son-là, ils ont fait un son qui allait devenir du Mobb Deep. Mais tu crois pas qu'il y en a beaucoup qui ont préfiguré Mobb Deep? Bah, je pense, moi, Et pourquoi Mobb je Deep? pense à D'un Easy. coup, eux ont été en lumière parce que les connexions, Bah, t'avais etc. Youngstars, dans la même époque. Non, mais même des trucs plus obscurs du Bronx ou des Oui, du Brooklyn qui préfiguraient à leur façon Mobb Oui. Deep, quoi. Bah, de toute façon, c'est une mouvance. Donc qui s'inspire de qui, tu vois? On s'inspire tous, ouais, c'est sûr. Mais quand j'ai écouté, ouais, c'est vrai que Ça, c'est un côté AZ, journalistique chez toi, parce que c'est toi qui m'interviews, où tu essaies de trouver la racine du Oui, truc. bah, on avait eu un débat. Alors que finalement, On avait eu un débat sur aussi les années 60, les premiers sampleurs avec Steve Reich, Lamont Young, tu sais, qui ont fait du sample avant le sample. Ouais. C'est la musique concrète, la musique, avant, la musique mais répétitive. c'était, Manitoba, Ce qu'on appelle la musique répétitive. C'était des boucles. Pierre Henry, tout ça. c'est debout. Avec du Ouais, scotch et... voilà, c'est ça. Et en 1960. Il faisait Ah ouais. t'écoutes Steve Reich, Bah, Different dès Strains. qu'il y a eu des Manitoba Band, il y a eu des boucles. C'est ça. Bah oui. Mais, Parce que ça faisait partie du gars qui montait. Et puis à un moment, il s'est dit, bah tiens, tac, tac, tac. Bah, tu vois, Roger, le premier morceau, c'est une boucle. Ouais. C'était fait en studio. Premier morceau de Zap, tu vois. Ouais. Bah, c'est une boucle. Et puis après, il était dessus. La réplique, c'est la même tout le temps. Ils sont partis de ça. Parce que le batteur n'était pas là. Et puis, le batteur, on a bouclé la batterie. Ça a donné ça, quoi. Et puis, ça a donné un truc super moderne. Ouais. Et au niveau de ce qu'on appelle justement la Gambo Funk, est-ce que tu t'es Je connais pas. intéressé? C'est un style en fait. De toute façon, j'aime pas la Hello fin. Show. Mais le travail de Mike Dean. Je connais pas Mike Dean. Là, j'y connais plus rien, tu sais. Mike Dean, il travaille pour Ghetto Boss, Scarface, tout ça. Il faisait tout, on va dire, live. C'est-à-dire jouer, mais en samplé, mais il y a du live en fait. Bah, C'était les regarde. prods de The Diary, tu as écouté. Toutes je les pense. prods de- Scarface, The Diary. Ouais, mais de toute façon, New York, c'était sample. Ils adoraient faire ça. Et micro-sampling, et c'est devenu un art. LA, Miami, t'entends une basse, il y a toujours un bassiste qui la joue. Ouais. Même s'il la joue de façon minimale et répétitive, il y a quelqu'un qui la joue. Dans toutes les prods de Dre, il y a un bassiste. La guitare, c'est pas un sample, c'est un guitariste. Par contre, c'est traité comme... Ce qu'il faisait dans le sud. justement, Et dans, c'est pour ça que Mike Dean, pour ça, je te fais la qui a un connexion. guitariste. LA, Miami, ils C'est ont ça. toujours travaillé comme ça. C'est ça. Même, Chicago, c'est plus à la New York, plus sample. Allez, après des petits... genre... à LA, si t'as un petit bout de sax, ça va être un saxophoniste qui va venir. Ils vont pas chercher un sample de Maceo Parker ou autre chose, tu vois, par exemple. Et tu étais en Les trucs de contact. Common, je sais pas si c'était produit à New York ou c'est Relativity, mais ça se trouve, c'était pas du Relativity, local. ouais. Après, ça, Relativity a été racheté. Ça a chuté en 80. Enfin, de toute façon, ils ont tous été 97. rachetés. Hein. Oui, c'est Profile, maintenant, c'est Sony. Quoi. ouais, ouais. Et ils ont tous fait le marché. Et puis, C'est ça.
ils savent même pas ce qu'ils ont en catalogue tellement ils ont. Non, mais c'est vrai, c'est Universal qui a commencé à tout racheter. C'est vrai. Et qui a tué, pas tué, parce que en fait, les Américains, ils étaient contents de revendre leur label. Ils l'ont créé t'avais avec Koch. de francs tout sous. Beaucoup allé chez Koch après, parce que c'était eux qui. Ils ont commencé avec rien, et puis après, ils leur vendent $1 million. Bah, tant mieux, tu vois. Puis après, ils passent à autre chose. Ils vont un resto, un garage, une compagnie de bus, ou je sais pas. Faut qu'on y aille. On va pas tarder, on va D'accord. lâcher la bande descendre. Ça marche. Eh bien, Bah, dis donc, c'était un peu long hein, quand même. Bah, faut que je rentre à Paris, bah, je vous laisse avec Allez. Sinista. ouais. Bah, c'était très riche Voilà. en tout cas. Bah, quand même, mais t'as pas fini en plus. Non, on a toujours des choses à dire. Ça pour une prochaine Ça fois. va. Et alors, tu crois aux aliens ou pas? Ah, à bientôt, oui. Moi, j'y crois. Est-ce qu'ils croient en nous Ça, je sais pas, ça marche. J'en suis Je sais l'un pas d'eux. s'ils savent qu'on existe. Moi, j'en suis l'un d'eux parce Voilà. que je viens de Zekta. Voilà, c'est ça. C'est la planète du hip-hop, sachez-le. C'est ça. Il y a des navettes, mais on n'en parle pas. Ça, c'est le Kemetic Knowledge. Pour, Salut tout le monde. Merci. Merci, Sinista. à bientôt. À bientôt.